Bonjour, la dernière fois s'était posé la question de savoir comment les informations des parents pouvaient passer aux enfants, que ce soit dans le cadre de la reproduction sexuée ou asexuée. On parle alors d'informations héréditaires. Il fallait donc se souvenir que les êtres vivants sont constitués de cellules. Oui, vous le voyez, une cellule c'est une membrane tout autour, un cytoplasme à l'intérieur et à l'intérieur de ce cytoplasme un noyau. Alors pour comprendre où étaient les informations héréditaires, puisque je rappelle que nous sommes tous issus d'une seule cellule, donc cette cellule, la cellule œuf notamment, doit contenir les informations qui permettent de nous construire. Donc pour savoir où sont ces informations, nous avons analysé une vieille expérience, 1950, qui est représentée dans la vidéo qui suit. Sur une cellule œuf de souris blanche, obtenue par fécondation entre un spermatozoïde et un ovule de souris de couleur blanche depuis plusieurs générations, on prélève un noyau. Cette manipulation se fait à l'aide d'un microscope et de micropipettes car le noyau ne dépasse pas un dixième de millimètre. On prélève également le noyau d'une cellule œuf de souris de couleur grise depuis plusieurs générations. On implante le noyau de cellule œuf de souris grise dans la cellule œuf sans noyau de souris blanche. La cellule œuf hybride, avec un noyau de souris grise et une membrane et un cytoplasme de souris blanche, va se diviser comme n'importe quel embryon en 2 cellules, puis 4, puis 8 cellules, et enfin le jeune embryon va être implanté dans l'utérus d'une souris porteuse dont la couleur est totalement différente des 2 premières, ni blanche, ni grise, pour montrer qu'il n'y a pas de transfert de caractère par la mère porteuse. On obtient donc un souriceau identique à celui qui a donné le noyau. Grâce à cette expérience de transfert de noyau, pouvez-vous dire où se trouve le programme génétique qui est à l'origine de la couleur du pelage de la souris? Est-ce qu'il est dans le noyau, ou est-ce qu'il est dans le cytoplasme, ou est-ce qu'il est dans la membrane? C'est clair maintenant, les informations héréditaires, donc qui viennent des parents, sont contenues dans le noyau. Mais on peut être plus précis que ça, et c'est ce que nous avons fait en classe grâce à une observation. Petit rappel, grâce à une autre vidéo. En principe, les cellules de tous les organismes sont construites de la même façon et possèdent un noyau cellulaire. Quand une cellule est sur le point de se diviser, on distingue les chromosomes qui ressemblent à des structures en forme de X. Le nombre de chromosomes varie suivant l'espèce. Chaque cellule humaine possède 46 chromosomes. C'est pourquoi on parle de 23 paires chromosomiques. La raison pour laquelle les chromosomes vont toujours par paires est la suivante. Voici une ovule de la mère avec 23 chromosomes. Et voilà un spermatozoïde du père avec 23 chromosomes. Lors de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule, une nouvelle cellule se forme, c'est l'œuf fécondé. Avec 46 chromosomes, 23 de la mère et 23 du père. L'œuf fécondé se divise jusqu'à ce que l'enfant se développe en un être pluricellulaire complet. Parfait, maintenant vous savez ce qu'il y a dans le noyau, des chromosomes. Vous notez à la suite du cours, en rouge, grand 2, les informations héréditaires sont portées par les chromosomes contenus dans les noyaux des cellules. Sautez une ligne. Lors des reproductions, des informations passent d'une génération à une autre, point. On les appelle des informations héréditaires, point. Ces informations sont contenues dans le noyau des cellules de l'être vivant, point. Mais en fait, nous avons dit que dans le noyau, il y avait des chromosomes, mais rien ne prouve que ce sont bien eux qui portent cette information héréditaire. Enfin, rien ne prouve, sauf la vidéo qui suit. Si vous la comprenez bien, vous verrez comment elle apporte cette preuve-là. Bonne vidéo. Caryotype et caractère. Dans cette vidéo, nous allons voir le lien qui existe entre les chromosomes et les caractères des êtres vivants.
Regardez cette image. C'est la photographie du premier caryotype humain, prise à la fin de l'année 1955 à l'aide d'un microscope optique. Le caryotype est la carte complète de tous les chromosomes du noyau d'une cellule, piégés pendant la très courte période de la division cellulaire. Une demi-heure environ où ils sont observables, compacts, identifiables. Le biologiste peut alors ranger les 23 paires de chromosomes en fonction de leur taille, de leur structure, de la position du centromère et détecter d'éventuelles anomalies visibles à cette échelle. C'est un jeune botaniste chinois, Zhou Yingqiu, en stage en Suède dans le laboratoire d'Albert Levan, généticien reconnu, qui, par hasard, a obtenu ce caryotype. Il a mis de l'eau distillée à la place du sérum physiologique et les chromosomes ont été dispersés dans la préparation, ce qui les a rendus plus visibles qu'auparavant. C'est à partir de cette image que l'on a compté les 46 chromosomes humains et non 48, comme on le pensait alors. Une vraie révolution. La technique est désormais utilisée en routine sur des milliers de prélèvements chaque année en diagnostic prénatal. Le caryotype permet de déterminer le sexe. Ici, on voit 2 caryotypes humains. La dernière paire de chromosomes s'appelle la paire de chromosomes sexuels. XX chez la femme et XY chez l'homme. Le caryotype permet aussi de déterminer l'espèce. On a vu que chez l'homme, le caryotype comporte 23 paires de chromosomes. On voit que chez la chèvre, on a 29 paires de chromosomes plus la paire de chromosomes sexuels, ce qui donne 30 paires de chromosomes. Chez le chien, on voit qu'on a 39 paires de chromosomes avec la paire de chromosomes sexuels, tandis que chez le chimpanzé, on en a 24. L'étude du caryotype permet aussi de détecter certaines anomalies. Ici, par exemple, on a 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Les individus qui possèdent cette particularité ont des caractéristiques physiques particulières, comme par exemple, on le voit avec les enfants qui sont sur les photos, une tête plutôt arrondie, un nez un peu aplati, des yeux bridés en amande vers le haut et des mains avec les doigts assez courts. La trisomie n'est pas une maladie, c'est une différence. Et comme le rappellent judicieusement les affiches, la différence est une chance. Et oui, vous avez vu que suivant le type de chromosome, X ou Y, le sexe de l'individu chez l'homme sera différent, mais qu'aussi suivant le nombre de chromosomes, on peut reconnaître l'espèce, liée à ses caractères, ses informations héréditaires, ou même cela peut développer une différence, comme c'est dit dans la vidéo, quand il y a une trisomie 21, qui est liée au fait d'avoir 3 chromosomes à la paire, qui est plus une paire, du coup, numéro 21. Tri, 3, zomie, zome, chromosome. Bien, vous notez à la suite du cours, ce sont les chromosomes contenus par le noyau qui portent les informations héréditaires, point. D'ailleurs, lors d'une reproduction sexuée, virgule, les gamètes ne possèdent que la moitié des chromosomes, virgule, ce qui fait que le nombre normal de l'espèce est reconstitué lors de la fécondation, point. Le nouvel individu, produit par une reproduction sexuée, possède des informations héréditaires qui correspondent au mélange de celles de ses 2 parents pour moitié, point. Bien, maintenant que vous savez qu'il y a plusieurs types de reproduction, asexuée et sexuée, et que ce sont les chromosomes contenus dans les noyaux, contenus dans les cellules qui contiennent les informations héréditaires, vous avez un bilan un peu plus global des reproductions. La reproduction asexuée qui se fait de manière rapide mais où les chromosomes sont identiques d'une génération à une autre, c'est une copie, un clonage, alors que pour la reproduction sexuée, par contre, elle se fait de façon plus lente, déjà il faut la rencontre d'un mâle et d'une femelle, mais les chromosomes sont différents entre générations, puisqu'ils correspondent à un mélange pour moitié de la femelle et pour moitié du mâle. Et oui, du coup on obtient quelque chose de nouveau. Qui fait un œuf, fait du neuf, disait Langané. Bref, toujours est-il que ce qui va nous intéresser la prochaine fois, c'est de savoir comment cette reproduction sexuée, cette fois, va être influencée par l'environnement. Oui,
puisqu'on a déjà vu que l'environnement pouvait influencer la reproduction asexuée, on va voir la même chose pour la reproduction sexuée. Ça, c'est ce que nous ferons la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt.